Ah, les hommes. Pour bénéficier d'un soutien financier important grâce à des investissements immobiliers. Deux, trois mots sur l'opération J'ouvre ma boîte, c'est possible. Si je vous pose la question, Florence, vous me dites en quoi consiste. D'accord. Perso, la solution de Tu enlèves, oui, ta dernière info. Voilà, c'est fait. juste devant récompensé. Poisson. Philippe, rassure-moi, t'as bien retrouvé la chronique culture de Léonard. Ok, super. On va la passer à la fin des infos. Oh là là, bah, elle a fait vite ce matin, Angélique. Merci beaucoup pour l'horoscope de ce vendredi 7 juin, 9h02 sur LFM Radio Regain. Décidément, on est en retard, mais ça depuis le début de l'émission déjà. Ah là 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 là, c'est la catastrophe ce matin. Mais non, on va se rattraper d'ici quelques minutes. Et je vous rappelle, comme tous les matins, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie. Florence arrive dans un instant. Mais juste avant de parler de l'événement J'ouvre ma boîte, nous en saurons davantage avec Florence Sueur d'ici quelques minutes. Nous faisons un dernier point sur l'actualité valdoisienne avec Elisa Samour-Cachian. Le départ de Valérie Pécresse cause la division chez les Républicains d'Île-de-France. Annoncé mercredi soir, la présidente de la région Île-de-France quitte le parti Les Républicains pour créer un nouveau parti de la droite et du centre. Libre, voilà comment pourra être rebaptisé ce parti. D'autres politiques comptent rejoindre Pécresse comme Florence Portelli, maire de Taverny, ou encore Alexandra Dublanche, vice-présidente et adjointe au maire de Sartrouville. Mais cette décision cause le trouble chez les Républicains et indépendants, puisque chacun n'a pas encore décidé du chemin qu'il compte prendre pour la suite. Le projet Europa City en prend peut-être un coup. L'annulation de la zone d'aménagement concertée du triangle de Gonesse, c'est la conclusion faite hier du rapporteur de la Cour administrative d'appel de Versailles. La raison, il a pointé du doigt des lacunes concernant les besoins en froid et en électricité du projet qui devront être couverts. La décision finale sera connue d'ici 2 à 3 semaines et si la Cour suit le rapporteur public, le site sera alors caduc. Une bonne nouvelle pour les opposants du projet. Dernière ligne droite avant le grand départ, les 120 jeunes volontaires de la première promotion du service national universel se préparent à partir le 16 juin prochain dans 13 départements test. Mercredi, ils avaient rendez-vous à l'île de loisirs de Cergy-Pontoise pour une journée de cohésion. C'est un séjour de 15 jours dans toutes les instances qui les attend. L'objectif pour le gouvernement est de rendre obligatoire le service national universel pour les 800 000 jeunes de 16 ans, au plus tard en 2026. Et pour refermer ce flash, plus de distributeurs de billets à Champagne-sur-Oise. Le distributeur automatique n'est plus activé depuis le 4 juin dernier. La mairie reproche à la Poste un manque de concertation. La fréquentation serait insuffisante pour qu'il soit remplacé par un modèle plus récent. La mairie déplore tout de même une nouvelle dégradation des services publics dans cette partie du département. Merci beaucoup Elisa Samour-Cachian. Nous vous retrouvons à midi pour d'autres informations valdoisiennes. C'est l'heure de se quitter. Bon week-end de 3 jours, un lundi pour passer férié, un lundi de Pentecôte. Et puis n'oubliez pas, ce soir c'est le début de la Coupe du Monde féminine. Allez mesdames, on va gagner, on va la voir une nouvelle fois. Cette Coupe du Monde féminine qui se tient pour la 8e édition, je crois, ici en France. Et le premier match pour les Françaises, c'est ce soir au Parc des Princes. Merci d'avoir été avec nous. Très bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine. On retrouve tout de suite Florence Sueur pour le bar de l'économie. Bonjour Florence, je vois énormément de monde. Bonjour Christophe, et oui, ce matin c'est l'opération spéciale Ouvre-moi ta boîte. C'est aujourd'hui, c'est toutes les entreprises du Val d'Oise qui se mobilisent. C'est la 2e édition de cette journée départementale de valorisation du patrimoine économique du Val d'Oise et du capital humain, impulsée par la Directe en Val d'Oise. Et d'ailleurs, pour cela, j'accueille des invités spéciales. Des jeunes, des moins jeunes. Il y aura tous les... Des moyennes entreprises. Il y a de tout, vous allez voir. Ça y est, ça rigole déjà. On va promouvoir tous ces jeunes qui cherchent du travail ou de l'alternance. En fait, aujourd'hui, on va promouvoir le capital humain et les entreprises sont là justement pour témoigner leur parcours. Ça me rappelle un jeu quand j'étais gamin, ouvre ta boîte à camembert. Non, ça n'a rien à voir. Non, nous, c'est beaucoup plus sérieux. Parce que le travail, c'est quand même la dignité de chacun. Et c'est très important que tout le monde puisse s'insérer dans notre système économique. Et c'est la santé aussi. Et c'est la santé. Bonne émission Florence. Merci. Jusqu'à 10h30, le bar de l'économie. Elle arrive dans une poignée de secondes, juste après l'indicatif. Tiens, ramène ton doudou là. Ouais. Ils nous ont mis tout ton bordel. Bon, il est mignon, hein, je veux bien le garder, il n'y a pas de problème. Mais il reste là, il est dans le bureau. Il est joli, il a un joli nez. Il brille, il scintille. Voilà.
comme Florence. Un peu de gaieté dans ce monde de brut. Oh, vous... J'essaie de me rattraper. Oui, moi, je vois ça. Hein. C'est Oh, très bien. Hein. C'est très bien. Ouais, Vous êtes prêts? Ton blouson, C'est bon? machin. Ah, mon blouson aussi. Oh là 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 là. Ouais, je la tête ce matin, c'est à cause de Florence. Oui, c'est à cause de moi, comme d'habitude. Bon, allez, amusez, on est là. Merci. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue au bar de l'économie, émission spéciale entreprise aujourd'hui et jeunes qui cherchent un travail ou une alternance, car aujourd'hui c'est la fête du patrimoine économique du Val d'Oise et du capital humain. C'est une opération impulsée par la Directe en Val d'Oise qui s'appelle Ouvre-moi ta boîte. C'est la donc deuxième édition et c'est tous les 7 juin. Et pour cela, j'accueille Laurent Perrat. Bonjour. Bonjour. Vous présidez Eurostar Engineering Plastic, une entreprise du groupe Gazéchim, une entreprise française dans le domaine donc de la plasturgie, puisque vous fabriquez des résines thermoplastiques à Fos en Val d'Oise. L'entreprise a aussi la notoriété de son savoir-faire dans la fabrication de matières ignifugées. Vous faites du compound de polyamide et vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le compound depuis 47 ans en France, en Inde, en Chine et aux USA. Donc on a beaucoup de choses à dire ensemble. À vos côtés, Virginie Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Communique Passion. En fait, vous êtes chef à domicile. Donc avec vous, on va savoir pourquoi cette reconversion. Qu'est-ce que vous proposez, à qui? Et puis, bien sûr, on espère bien des jolies petites recettes faciles à faire. On en reparle avec vous dans quelques minutes. Et à vos côtés, eh bien, j'accueille 2 missions locales aujourd'hui avec des jeunes qui sont en recherche ou de travail ou d'alternance. Et donc tout d'abord, Viviane Tramontana et Sophie Bouzidi, bonjour. Bonjour. Toutes les deux, vous êtes conseillères en évolution professionnelle sur le dispositif Jeunes Diplômés à la mission locale de la vallée de Montmorency, située à Franconville. Et vous êtes accompagnées de Marion Casal et de Thomas Jacques, qui s'exprimeront tout à l'heure. Et puis également à nos côtés, Anissa Elaoui et Séverine Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux conseillères emploi, respectivement Anissa Elaoui, référente parrainage, et vous, Séverine Garcia, référente contrat aidé à la mission locale de Deuil-la-Barre. Et vous êtes accompagnée de 4 jeunes, 2 diplômés et 2 apprentis, à qui on laissera tout à l'heure, bien sûr, largement le temps de s'exprimer sur ce qu'ils recherchent, puisque cette émission, elle est en fait dédiée aux jeunes aujourd'hui. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, les infos du jour. Eh bien, pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler et de faire un hommage à Michel Serres, décédé le 1er juin. C'est un philosophe et un historien des sciences. Il a cessé de travailler sur ce qui réunit les sciences et la philosophie. Il était aussi marin car il a étudié à l'école navale, tout comme à l'école normale supérieure. Après son engagement dans la marine, il a mené une longue carrière universitaire. Et bien sûr, pour ça, il a passé un doctorat de lettres. Esprit libre, du politiquement correct, il est auteur de plus de 80 ouvrages. Il a été élu à l'Académie française en 1990 et tenu des conférences dans le monde entier. Il a aussi co-animé une rubrique hebdomadaire sur France Info en compagnie de Michel Polaco, ça s'appelait Le sens de l'info. La première partie de son œuvre est consacrée à la philosophie des sciences, sur la problématique morale des progrès de la science et de ses effets. Comment créer une éthique, comment envisager une déontologie quand science et violence s'allient. Réfutant tout déterminisme scientifique, sa philosophie s'appuie sur le principe d'incertitude pour réfléchir à la liberté et aussi à l'inattendu. Il aborde les problèmes de la violence, de la condition ouvrière, du marxisme face à la science. Et puis sa seconde thématique, c'était sur le dépassement de l'industrie manufacturière par l'impact de la communication issue et transformée par les découvertes scientifiques. Je vous invite à lire son livre « La légende des anges » qui peut être lu comme une métaphore du rôle du philosophe qui annonce et montre l'état du monde contemporain. Pour le grand public, c'est un vulgarisateur optimiste et heureux des progrès de son temps. Michel Serres se répétait à répéter que l'humanité est essentiellement faite de braves gens. Pourtant, il était effrayé par la violence humaine que rien ne semble pouvoir arrêter. À ceux qui disent « c'était mieux avant », il leur a répondu dans son livre « C'était mieux avant » aux éditions Le Pommier, paru en 2017, et dans son discours inaugural de l'Académie française consacré à l'éducation. Il fustige dans ce livre les nostalgiques pessimistes en constatant la naissance d'une nouvelle génération, celle des enfants bénéficiaires d'une des plus profondes mutations politiques et technologiques qu'ait connue l'humanité. Il y dresse les bénéfices de la science et de la raison dans un monde libéral en matière de lutte contre les totalitarismes.
l'hygiène, la santé, la lutte contre la pauvreté et les famines, et puis l'accès et le partage à l'information. Un livre qui vaut 5 € et qui rappelle que la guerre dans le monde a baissé contrairement à ce que l'on pense et ce que l'on entend. Et donc je vous invite à acheter ce livre qui s'appelle donc C'était mieux avant aux éditions Le Pommier. Laurent Perra, qu'en pensez-vous de Michel Serres? Vous connaissez bien sûr. De nom, évidemment, je ne connais pas plus que ça son œuvre et son action. Je vais juste rebondir sur un point que vous avez dit. En effet, on a beaucoup de discours catastrophistes. Quand on compare la situation du monde d'une certaine manière aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, on se rend compte qu'on est on a une population qui augmente, hein, on est à 7 milliards d'habitants, peut-être 10, peut-être 20. Mais quelque part, c'est merveilleux parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a su, au fil des générations, du temps, répartir mieux la richesse, on a su donner un meilleur accès à l'ensemble des populations du globe à de l'eau potable, à des sources d'énergie. Et de fait, la famine a régressé, la malnutrition a régressé, les épidémies ont régressé. Alors être beaucoup, ça donne plus de responsabilités, et ça c'est un peu angoissant, mais allez, je pense que ça vaut le coup de se satisfaire de voir que malgré tout, notre humanité progresse. Voilà, et puis il faut être agile d'esprit, c'est ça qu'il voulait nous dire en s'adaptant à tout ce qui nous arrive de nouveau et qui est bien pour l'humanité, comme vous venez de le rappeler. Merci beaucoup Laurent Perra. Seconde info du jour, c'est le lancement de la concertation sur l'implantation des services locaux des finances publiques dans le Val d'Oise. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a écrit aujourd'hui aux élus locaux du Val d'Oise pour lancer avec eux une grande concertation sur l'augmentation des centres de services des finances publiques implantés en Val d'Oise afin de passer à 29 communes au lieu des 19 actuellement. Cette annonce s'inscrit à la suite du grand débat dans l'esprit des annonces du président de la République et en lien avec la mise en place de futures maisons France Service pour assurer une meilleure accessibilité des services publics à la population. Par exemple, le ministre, lui, il souhaite apporter une attention toute particulière aux usagers qui sont peu familiers des outils numériques. Laurent Perra, j'ai envie de vous demander si dans votre entreprise, c'est un souci. Est-ce que les salariés s'en plaignent justement? Et voilà, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois on informatise énormément en vue de rationaliser, de trouver des sources de productivité administrative et voilà, clairement de réduire le personnel de la fonction publique. Et puis à la fois, on se rend compte que il y a une catégorie de personnes qui, potentiellement à un certain âge, potentiellement n'a pas eu accès à ces moyens, on va dire, de médias, de communication, en tout cas qui n'y est pas habitué, qui a beaucoup de mal avec ça, et du coup, on multiplie les points d'accès pour remplir ces documents. Oui, dans mon entreprise, qui est une petite entreprise, 60 salariés, la responsable RH passe pas mal de temps avec les salariés, avec une certaine catégorie de salariés pour les aider dans leur démarche administrative. On est un peu en ce moment dans un changement générationnel. C'est un peu le départ du baby boom, du next baby boom. Il y a beaucoup de départs en retraite dans mon entreprise, donc pas mal de remplacements. Toutes les démarches auprès des organismes de retraite, notamment de retraite complémentaire, sont très compliquées, pas évidentes. Les gens ont besoin d'être accompagnés par rapport à ça, c'est clair. On va passer la parole. Merci beaucoup Laurent Perra. On va passer la parole à donc Viviane Tramontana. Oui, bonjour à tous. Qu'en pensez-vous donc de cette augmentation finalement après avoir fermé les services publics? Oui, ça sera peut-être quand même plus facile. Oui, de toute façon, que tout le monde ait accès à un service public, c'est important. Et qu'il ne faut pas que certaines régions ou départements soient défavorisés. Est-ce que là, chez les jeunes, puisque vous occupez plus particulièrement de jeunes, est-ce que c'est aussi une demande ou est-ce qu'ils se sentent isolés du fait de la restriction, de la réduction des services publics finalement? C'est difficile pour moi de répondre à cette question. C'est vrai qu'on est à l'ère numérique qui permettrait normalement d'accessibilité à tous, sachant que tout le monde n'est pas forcément outillé ou préparé. Donc effectivement, je pense qu'il y a des exclus par rapport à cette question. Et donc vous le ressentez. Merci beaucoup pour ce commentaire.
Dernière info du jour, c'est le scandale alimentaire qui est sorti aujourd'hui. 780 tonnes de faux steaks hachés distribués aux plus démunis, annonce RTL. Une nouvelle tromperie en bande organisée découverte par la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours populaire français et la Fédération française des banques alimentaires. Au total, un achat groupé de steaks hachés d'une valeur de 5,2 millions d'euros depuis juillet 2018. Les associations ont donné l'alerte au mois de mars. Le goût, la couleur et la texture du steak haché ne leur paraissaient pas habituels. Après avoir suspendu la distribution, elles ont fait analyser ces steaks par les services de la répression des fraudes et le verdict est sans appel. Les steaks ne contenaient pas de la viande mais du gras, pas de muscles mais de la peau, le tout mixé avec du soja et de l'amidon, des produits non autorisés dans les steaks hachés évidemment, et un réemploi aussi de viande transformée. Alors là, j'ai envie de vous demander, Virginie Legrand, ça doit vous choquer ? Effectivement, ça me choque énormément. De toute façon, on sait que les produits ultra transformés sont très mauvais et gustativement et pour la santé. C'est un vrai enjeu, je pense, de société que de redéfinir les priorités en termes d'alimentation. Beaucoup de gens, effectivement, ont tendance à penser que la cuisine, c'est long et que ça coûte cher. Or, moi, en tant que chef à domicile, j'essaye d'éduquer de plus en plus de clients au fait maison et du coup, de manière concomitante, à faire l'éloge des artisans qui sont passionnés, engagés dans des produits de qualité. Voilà, tout simplement aller faire son marché. Donc là, quand j'entends que les steaks hachés étaient remplis de non-steaks hachés, en fait de non-viande, j'ai juste envie de dire, allez chercher vos produits chez le boucher. Alors, il y a tout aussi la problématique autour des abattoirs, malheureusement, sur lequel il faut vraiment être vigilant. Mais je pense que la priorité, c'est vraiment de redéfinir ce qu'on veut en termes de cuisine et de santé publique. Donc, les collectivités et l'État doivent être là aussi pour réagir en fonction. Merci beaucoup. J'ai juste oublié de dire que cette fabrication, c'était pas en France, ça vient de Pologne. Allez, Oui, dernière. Les clients achètent. Voilà, mais les clients achètent quand même, exactement. Dernière info du jour, eh bien, c'est la chronique culture de Léonard, de Léonard You. Bonjour Léonard. Bonjour Florence, on commence avec le festival Tintamarre 2019 qui se poursuit au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains jusqu'à samedi. Le CDA met tout en œuvre pour accueillir les participants comme des artistes professionnels. Donc si vous avez participé à des ateliers d'art, c'est l'occasion de présenter votre travail mené pendant l'année avec des artistes programmés cette saison. Par exemple, aujourd'hui, on retrouve à 10h15 un atelier de musique assisté par ordinateur, de photographie, de cinéma d'animation et d'expression corporelle. À 14h, un atelier de danse hip-hop et vidéo, théâtre d'ombre et action danse. À 18h, un atelier d'art visuel et danse, d'art numérique, de son et d'écriture. On retrouve le planning complet de toute la semaine, tout est disponible sur le site officiel du Centre des Arts. Pour le cinéma, on retrouve Rocketman, un drame biographique d'une durée de 2 heures qui nous raconte la vie hors du commun d'un artiste. Depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration internationale, le film retrace la métamorphose de Renningal Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante sur des fonds des plus belles chansons de la star nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale. Le film, produit en partie par l'artiste lui-même et réalisé par Dexter Fletcher, sorti le 29 mai et toujours à l'affiche, il est apprécié par 90% de ses spectateurs d'après un sondage Google. On enchaîne ensuite avec X-Men Dark Phoenix, sorti ce mercredi 5 juin d'une durée d'1h54. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. Réalisé par Simon Kinberg, on retrouve les acteurs Sophie Turner, James McAvoy et Michael Fassbender. Pour conclure, on retrouve un événement électro au Grand Palais le lundi 10 juin 2019 avec la venue de Boris Brejcha pour un concert inédit orchestré par Cercle. On rappelle pour les non-initiés que Boris Brejcha est souvent considéré comme le pionnier de la high-tech minimale. C'est en 2015 qu'il lance son propre label Fucking Serious, où il développe ce qu'il appelle donc la musique intelligente de demain, la high-tech minimale. Et qui dit concert exceptionnel dit lieu exceptionnel, ce live aura lieu dans la nef du Grand Palais, à l'occasion de l'exposition La Lune, du voyage réel au voyage imaginaire. Pour rendre cet événement encore plus beau, Cercle installera une œuvre artistique monumentale de 18 mètres de haut dans la nef. Pour les absents, sachez que le concert sera retransmis en direct sur la page Facebook de Cercle.
Pour une immersion parfaite, l'artiste sera filmé sous tous ses angles par plusieurs caméras pendant l'émission. Le live sera suivi d'une interview de l'artiste durant laquelle les internautes auront même la possibilité de poser leurs questions. Mettez vos casques quand vous parlez, comme ça vous entendez si vous parlez en dehors du micro. Là, on fait la première pause musicale. C'est là ou c'est là? On fait la première pause musicale, en 1 minute à peu près, c'est un extrait toujours chez nous. Après, je vous passe la parole. Merci. Bah non, je peux pas venir pour rien quand même. C'est quel titre, Philippe? C'est quel titre? Rocketman. Ah d'accord, tout simplement. Vous prenez tout le temps, hein. Je vous conseille. Les images. C'est pas mieux que Rhapsody. Il ne faut pas les comparer parce que sinon, Rhapsody, ça va être. C'est deux films de différents. Elton John, Mais l'image est belle. Et puis il est touchant. Il est touchant. Il évoque la personnalité, enfin, cette histoire de son enfance qu'on ne connaissait pas. Notre issue par rapport aux parents, etc. Cette figure. Ce qui fait qu'il a toujours été en quête d'amour finalement. ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont sortis juste après, quoi. Juste après Bohemian Rhapsody. Juste après plusieurs mois. On était encore habités par là. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut s'ouvrir. Bah alors là, vous croyez que c'est Elton John qui chante? C'est Elton John. Eh ben non, non, c'est Taron, c'est ce qu'il vient de me dire, c'est Taron Egerton. C'est incroyable, il a la voix d'Elton John. Ah bon? Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Bah, c'est ce qui m'a fait travailler. Allez, on y retourne, Philippe, s'il te plaît. Ah, remarque, t'as peut-être. On y retourne. Et voilà, au bar de l'économie, vous avez cru entendre Elton John. Eh bien non, c'était son acteur, Taron Egerton, qui chantait Rocketman. Et c'est incroyable parce qu'il a la voix d'Elton John. Je vous invite à aller voir le film et à acheter, bien sûr, les disques pour réécouter les performances des deux, à la fois de Taron Egerton et d'Elton John. Aujourd'hui, émission spéciale au bar de l'économie pour la journée de valorisation du patrimoine économique du Val d'Oise et du capital humain. Et pour cela, je suis en compagnie de Laurent Perrat, qui préside Eurostar Engineering Plastique, de Virginie Legrand, fondatrice de Communique Passion, de Viviana Tramontana et Sofia Bouzidi pour la mission locale de Montmorency située à Franconville, et puis d'Anissa Elaoui et de Séverine Garcia pour la mission locale de Deuil-la-Barre. Alors Laurent Perrat, vous présidez Eurostar Engineering Plastique, vous faites du compound de polyamide, de la résine de thermoplastique depuis 47 ans en France. Vous êtes installé à Fos en Val d'Oise, mais aussi en Inde, en Chine, aux USA. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce procédé? En réalité, ça tombe bien que vous ayez invité quelqu'un qui est dans la cuisine, parce que d'une certaine manière, on fait de la cuisine. D'accord, mais une cuisine quand même particulière. Tout à fait, c'est pas de la cuisine avec des ingrédients comestibles, mais c'est avec en l'occurrence avec des produits chimiques, en effet, avec des polymères, avec des matières plastiques. L'objectif, c'est quoi? C'est de procurer en fait à des résines issues de la chimie, des propriétés en vue d'en faire des pièces techniques, durables. Donc le principe, c'est quoi? C'est prendre des résines sur la base d'une recette, donc avec des compositions bien précises d'ingrédients qu'on va y ajouter, hein, des additifs, en vue de la renforcer, en vue de donner des propriétés à la tenue au choc, en vue de donner des propriétés à la tenue au feu. Donc l'idée, c'est de faire un mélange homogène de cette matière, moyennant un procédé de fabrication qui s'appelle l'extrusion, d'en fabriquer des granulés et de le vendre à des entreprises qui l'utilisent pour fabriquer des pièces. Donc nous, notre marché,
c'est surtout le marché des équipementiers électriques et électroniques. L'essentiel, on va dire, de nos matériaux vont dans des applications qui sont, par exemple, ce qu'on a tous chez nous, c'est-à-dire des boîtiers de disjoncteurs, des boîtiers de connecteurs. Pourquoi est-ce que les matériaux doivent être particuliers dans ces fabrications-là? Tout simplement parce que les quantités d'énergie électrique qui passent dedans sont importantes. Il peut y avoir un défaut qui conduit à un arc. Un arc électrique, c'est plusieurs milliers de degrés pendant quelques microsecondes, mais c'est une dépense, un dégagement d'énergie terrible qui conduit évidemment à la dégradation de la matière. Il ne faut pas que cette matière s'enflamme, sinon c'est la catastrophe. C'est la maison qui s'enflamme, de proche en proche. La flamme gagne du terrain et tout flambe. Donc vous voulez dire que le boîtier électrique ne transmet pas le feu est prévu pour contenir le feu, c'est ça que vous voulez dire? Donc finalement, si on a un compteur électrique chez nous et qu'il n'a pas son boîtier, il faut absolument refaire un boîtier, c'est ça? Alors si vous n'avez pas votre boîtier, déjà vous êtes en danger, très, très fortement en danger, parce que vous avez directement accès à des conducteurs sous tension. Donc soit c'est un bricoleur, en tout cas je vous engage à faire appel à un électricien professionnel pour faire ce qu'il faut. Alors vous faites donc des applications industrielles haut de gamme, donc vous avez des valeurs, on en parlera tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que le management buy-out que vous avez fait dans votre entreprise? Quelques mois, j'ai pris la direction de l'usine qui appartenait à un groupe en 2003. Et il se trouve que la réflexion qu'on a eue avec quelques autres cadres responsables de cette usine, à un moment donné, a été de se dire les décisions qui sont prises par ce grand groupe international sont contraires aux intérêts de cette entreprise, d'accord, et à partir du moment où on veut être respectueux, d'accord, des parties qui sont intéressées à l'entreprise et en particulier de ses salariés, de ses clients. Forcément, on a voilà, des salariés qui nous ont fait confiance, des clients qui nous ont fait confiance par rapport à ce qu'on leur apporte et par rapport à la technologie qu'on développe. On doit faire autre chose. Donc, le management buyout, c'est quoi? C'est de se dire on va monter un projet qu'on va aller proposer à notre maison mère pour lui dire on ne peut plus continuer comme ça, et le meilleur moyen pour les uns et les autres de vivre notre vie, on va dire, de manière vertueuse, c'est de se séparer. Et du coup, vous avez contraint, en fait, le groupe auquel vous étiez, finalement, à qui vous apparteniez, à finalement lâcher l'entreprise ou la céder à une autre entreprise. Je crois que ce n'est pas une contrainte, c'est une décision rationnelle, bien pensée, qui, à un moment donné, oui, a conduit à évaluer de la part du groupe notre proposition comme étant la meilleure pour les deux entités. Mais pour faire ça, il faut oser, parce que c'est pas évident, je pense, d'oser par les salariés de faire cette proposition. Voilà, alors je ne cache pas que la première fois où je suis allé, puisque le siège européen de notre groupe était en Hollande, donc la première fois que je suis allé voir ma patronne en Hollande, elle m'a un peu pris pour je sais rien, pour un Dalton, enfin bref. Pour un extraterrestre. Voilà. Du coup, il a fallu que je rebondisse sur le siège mondial qui était dans le Massachusetts, aux États-Unis, et là j'ai eu une oreille attentive. Mais voilà, tout ça se fait avec beaucoup d'énergie. J'allais dire, c'est presque plus. C'est aussi un projet familial, hein, parce que quand j'ai fait ça a duré un certain temps. Mon épouse et mes enfants étaient là à me soutenir aussi, parce que c'est pas un projet simple. Ouais. Oui, c'est pas simple, et psychologiquement, il faut tenir le choc, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Alors, dans votre entreprise, maîtriser l'environnement, c'est important pour vous et pour vos clients. Expliquez-nous pourquoi. Et qu'est-ce que ça a changé? Bon, c'est pas qu'important pour moi. Je crois que on va parler peut-être des valeurs et de cette charte éthique. Le respect. Voilà. Le respect, c'est pour moi le maître mot. On doit respecter nos ennemis, nos clients, on doit se respecter. On doit se respecter parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais on doit s'écouter. Et l'environnement, c'est quelque chose, c'est un peu naturel, quoi. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas respecter l'environnement et pour autant continuer à faire du business?
Comment est-ce qu'on va continuer à faire du business si on détruit l'environnement, si les procédés industriels portent atteinte à la santé des gens? Alors on n'a plus de clients, on est d'accord? Donc ça s'impose un petit peu, si vous voulez, à l'entreprise. Enfin, en tout cas, moi, je considère que ça s'impose à mon entreprise, qui est encore un petit peu plus sous le feu des projecteurs en ce moment, avec tout ce qu'on entend autour des matières plastiques. Je crois que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, on n'a pas attendu aujourd'hui pour faire des choses. La problématique de qu'est-ce qu'on rejette dans l'air, est-ce qu'on arrive à le contrôler? Qu'est-ce qu'on rejette dans l'eau? Est-ce qu'on arrive à le contrôler? Est-ce qu'on fait des pollutions dans les sols? Comment est-ce que nos déchets sont traités? Comment est-ce qu'on les suit? Comment est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent? Comment est-ce qu'on arrive à en générer le moins possible et à les récupérer? Ça fait partie, en effet, de nos préoccupations au jour le jour et des axes d'amélioration que moi je fixe à mon entreprise d'année en année. Et du coup, vous avez mis en place une charte éthique. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est un ensemble de principes très simples, voilà, qui se basent autour d'un mot qui est le respect. Le respect des lois, le respect des clients, des fournisseurs, le respect des diversités culturelles, parce que je considère que c'est une richesse. On a la chance d'être dans un pays où il y a une grande richesse de diversité culturelle. C'est une richesse aussi pour l'entreprise. Il faut la prendre en compte. Alors, vous avez mis en place tout un système des normes. Vous avez déjà intégré la norme ISO 9001, donc la première, puis après la 14001, et puis maintenant la 18001. Qu'est-ce que ça a apporté aux salariés ou à vos clients, en fait, d'avoir mis ces normes en place? En fait, je pense que ça apporte plus à l'entreprise. Comme je vous l'ai dit, on faisait partie d'un grand groupe international, moyennant quoi on était sous le parapluie de leurs normes à eux, en matière de qualité pour l'ISO 9001, d'environnement pour l'ISO 14001, de la sécurité, enfin, les moyens de gérer la sécurité et l'hygiène industrielle pour l'OHSAS 18001. J'ai souhaité continuer en fait à mettre en place ces référentiels. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement structurants pour l'entreprise. Ils faisaient déjà partie de nos processus de fonctionnement, de nos procédés de fabrication. Voilà, j'ai travaillé avec le responsable qualité, sécurité, environnement de l'époque pour unifier tout ça, le simplifier et créer ce qu'on appelle un système de management intégré au travers de ces trois normes. Enfin, Ces trois normes. Ouais. Alors, vous êtes dans un secteur très concurrentiel. Un des défis de votre entreprise, c'est effectivement d'être toujours, j'imagine, à la pointe des avancées technologiques. Vous avez un laboratoire de recherche et développement. Vous exportez 85% de votre fabrication. À quoi sert ce laboratoire? Pourquoi faut-il être agile? Bon, le moteur de l'entreprise, clairement, c'est l'innovation. Comme vous le disiez, hein, il y a... alors, je crois que la production de matières plastiques en Europe, ça doit être 300 millions de tonnes par an. Nous faisons entre 8 et 10 000 tonnes de polymères techniques par an. Voilà, vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc, on doit être sur des marchés qu'on appelle des marchés de niche, c'est-à-dire des marchés où il n'y a pas grand monde qui veut aller. Pourquoi? Parce que c'est difficile, parce que c'est petit. On a la chance d'avoir un outil industriel qui est adapté à ça. Notre agilité, c'est quoi? C'est d'être, par rapport à un cahier des charges nouveau qui nous est proposé par un client, être le premier à arriver à une solution, j'insiste, une solution robuste, durable. Je reprends cet exemple du disjoncteur que vous avez chez vous. Bon, ce disjoncteur que vous avez chez vous, il doit marcher, il est sur votre tableau électrique pendant peut-être 30 ans. C'est une pièce de sécurité. Il doit fonctionner au bout de 30 ans comme le premier jour. Voilà. Donc c'est à ça qu'on travaille. Et du coup, vous fabriquez d'autres choses, hein, bien sûr. Les culots, par exemple, d'ampoules, c'est vous. Plein d'autres produits, des prises multiples, j'imagine. Plein d'autres produits, alors que, comme vous le disiez, justement, le plastique est critiqué, mais vous n'êtes pas dans la fabrication de sacs plastiques, justement. Mais est-ce qu'en recherche et développement, en chimie, finalement, c'est de la chimie d'une certaine manière que vous faites, est-ce qu'on recherche d'autres matières qui pourraient s'allier avec les premières que vous utilisez? Quel va être le futur, à votre avis? Tout à fait. Alors, j'en ai apporté d'ailleurs. Parce que je pensais... Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple qui est intéressant.
ça fait pas mal de temps qu'on cherche en effet à remplacer des matières, des additifs en particulier, puisque quand on est en train de durable, à un moment donné, les polymères, on ne peut pas imaginer prendre des polymères bio, enfin en tout cas pour l'instant. Mais en matière de durabilité, il y a parmi les additifs qu'on met dans les matières plastiques, un produit qui s'appelle le carbonate de calcium. Alors, le carbonate de calcium, grosso modo, c'est de la craie, c'est du calcaire. Il se trouve que le calcaire, il est, j'allais dire, pioché dans des montagnes, chez nous, dans les Pyrénées, beaucoup, mais il faut plusieurs milliers d'années à ce qu'il se forme. Voilà un gisement de calcaire qui est exceptionnel, c'est la coquille d'huître. La coquille d'huître, elle est composée à 99,9% de carbonate de calcium. On a donc travaillé avec un producteur de coquilles d'huître qui le fait pour des engrais en Bretagne, à travailler une granulométrie, un procédé de fabrication en vue de rendre cette coquille d'huître utilisable, d'accord, pour d'autres utilisations. L'incorporation, comme ces stylos que j'ai là, que vous pouvez regarder, vous pouvez toucher, qui contiennent 30%. Voilà, ceux qui nous écoutent regardez-nous via Facebook, vous verrez un peu ce que vous avez réussi à faire, des coques de stylo, on va dire, avec de la coquille d'huître. Alors la différence avec, bien sûr, le carbonate de calcium qu'on épluche dans les Pyrénées, c'est que la coquille d'huître, en 3 ans, elle est reconstituée, donc renouvelable, durable, etc. etc. Biodégradable. Voilà, donc avec vous, finalement, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme, absolument. Merci Laurent Perrat. Quels sont les défis et les besoins de votre entreprise en France en 2019 ? Bon, les défis, c'est déjà, on est vraisemblablement à un moment où il y a un basculement de notre écosystème global. Il y en a qui parlent de changement de civilisation, j'en sais rien. Mais voilà, clairement, les moyens de se procurer des matériaux, de les transformer, sont en train de changer. Il est vraisemblable que dans 10 ans, on ne parle plus de déchets. On parlera, pourquoi ? Parce que le déchet, ça devient une ressource. Sauf que cette ressource, faut qu'on apprenne à la prendre en compte, à l'utiliser, à la transformer, à la rendre propre à la transformation. Alors voilà, on a Voilà l'exemple avec les coquilles d'huître. Voilà. Quelques essais, mais on n'y est pas encore. Donc ça fait partie des choses auxquelles on travaille. Donc ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est, j'allais dire, un peu l'environnement de main-d'œuvre. Moi, j'ai un vrai problème, c'est le recrutement. Alors, vous me disiez, quand on a préparé l'émission, vous me disiez qu'il y a 20 ans, il y avait 25% d'industrie en France, on est tombé à 14%. Et du coup, les jeunes ne pensent pas à aller vers les métiers industriels, alors qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir. C'est ça que vous dites ? Il y en a, oui. Et ça gagne bien sa vie, en plus. Et ça gagne bien sa vie, oui. Alors, en général, bien sûr. De toute façon, on est sur de l'offre et de la demande. À partir du moment où il y a un appel d'air, les salaires augmentent, parce qu'on ne trouve pas... comme il faut. Alors pour votre entreprise en particulier, quels sont les besoins en 2019 ? Des opérateurs de fabrication, des conducteurs de ligne de plasturgie. Voilà. Ouais. Et ça s'apprend où, du coup, maintenant ? Alors ça s'apprend au lycée Galilée, à Gennevilliers, par exemple. Il n'y a plus qu'un seul lycée En Ile-de-France, c'est le seul. Ouais. C'est le seul, en Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est le seul, ouais. Donc, avis aux amateurs, il faut l'autre, contacter le lycée de Gennevilliers. Oui, tout à fait. Les profils. Et quel profil recherchez-vous, en fait ? Est-ce que vous prenez n'importe quel type d'âge ? Est-ce que vous acceptez de les former ? Ah, tout à fait, oui. En désespoir, j'allais dire, d'avoir des personnes qui ont une formation de plasturgie, on prend... j'ai embauché des gens qui, avant tout, ont envie, en fait. Qui ont envie de s'investir, qui ont envie de s'intéresser aux produits, à ce qu'on fait, etc. Est-ce que c'est possible, quel que soit l'âge ? Ah oui, complètement, oui. Est-ce que des gens en reconversion professionnelle peuvent aussi vous contacter ? Bien sûr. J'ai recruté, il y a quelques années, j'ai recruté un pâtissier, justement. Voilà, mais pourquoi un pâtissier ? Parce qu'il n'en pouvait plus, en fait, de se lever à 3h du matin. Enfin,
les horaires ne pouvaient plus lui convenir. Oui, il y a aussi ceux Alors, qui se donc, deviennent allergiques au blé, enfin à la farine. Dans mon entreprise, le travail est en 3-8, mais c'est voilà, peut-être plus facile en effet à s'organiser. Dernièrement, j'ai recruté un opérateur, un mécanicien chaudronnier en maintenance qui a 48 ans, je crois. Oui, il n'y a pas de... Merci beaucoup Laurent Perra pour tous ces besoins. Alors, toutes ces propositions. Donc, si on veut vous contacter, on fait comment ? Alors, vous allez sur notre site www.eurostar-ep.com et vous remplissez le petit formulaire contact voilà, sur le site internet. Merci beaucoup Laurent Perra. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale avec le titre de l'Afterwork qui est proposé ce soir au Centre des Arts. Vous allez découvrir le groupe Forme, un très beau groupe, un jeune groupe qui serait, et c'est intéressant ce soir si vous êtes disponible, d'aller passer 1 heure à vous détendre autour d'un verre. C'est gratuit, profitez-en. C'est au Centre des Arts, rue de la Libération à Enghien-les-Bains. On a le droit d'intervenir. Bien sûr, il faut... Alors, moi, excusez-moi, ce que j'aimerais, c'est voir si on peut organiser une visite pour faire connaître l'activité de monsieur avec des jeunes. Je ne sais pas si Oui. on m'entend. Vous m'entendez? Excusez-moi. Ce qu'on pourrait peut-être vous proposer, si vous en êtes d'accord, c'est d'organiser une visite pour faire connaître votre entreprise. Donc, on a un vivier de jeunes potentiels qui pourraient peut-être être intéressés par votre activité. Et ce qu'on peut faire, c'est organiser une visite d'entreprise. Je vous signale que vous en avez beaucoup d'entreprises en Val d'Oise industrielles qui recherchent. Oui, mais la visite d'entreprise, ça permet aussi de faire découvrir le secteur à des jeunes qui ne connaissent pas du tout et qui ne s'envisagent pas Les jeunes forcément ont dans besoin ce de type d'activité. Bah oui. Et on peut organiser ça, après, si on peut en parler après. Vous devriez- Vous connaissez l'association United Way? Non. Vous faites partie de quelle association? Moi j'en ai des quantités. Hein. Non, mais en Val d'Oise. En Val d'Oise, moi je préside l'association MV. Ouais, voilà, on va rester là, c'est l'association d'entreprise Du secteur. du secteur. Mais donc on travaille, on va dire, en partenariat avec United Way. United Way, en fait, c'est une association qui détecte des jeunes en milieu défavorisé, d'accord, pour justement les amener en entreprise et leur proposer des stages de 3e. Et je trouve qu'ils font un travail, mais vraiment exceptionnel. Vraiment, je fais la promo pour eux parce qu'United Way... Bon, bah, on va en parler tout de suite au micro. C'est vraiment pour l'émission locale, il faut qu'on travaille ensemble. Sauf que nous, on n'a pas le public scolarisé, on a le public déscolarisé. Voilà. Mais qu'on peut amener vers de la formation qualifiante. Oui, mais former in situ. je pense qu'il y a... Il y a des choses à faire. Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire. faire. On peut avoir des On y retourne. On a passé la minute de rigueur, là. Ah, c'est gentil. Ouais, faites bien la prise cinq. Bien stylo avec la coquille d'huître. J'adore l'idée. Je plébiscite Je fais ça la auprès de ma distribution. direction. Il faut un collecteur de coquilles d'huître. Ah ouais, alors c'est ça. Alors quand je dis à mes Est-ce qu'il amis, écrit bien? je fais ça, ils disent ah, Est-ce qu'il écrit bien? après Noël et jour de l'an, on t'amène nos caisses, mais c'est pas comme ça. En fait, en plus c'est vertueux parce que c'est le nettoyage des parcs à huîtres, c'est toutes les huîtres qui meurent, qui arrivent à Oui, et maturité. en plus, vous récupérez. Ah oui, Super. ah, c'est super. On y retourne, Philippe, s'il te plaît, parce que ça passe, il faut que Virginie s'exprime. Donc, dernière question. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Perra pour Eurostar Engineering Plastique, de Virginie Legrand, fondatrice de Communique Passion, de Viviane Tramontana et Sophia Bouzidi pour la mission locale de la vallée de Montmorency, située à Franconville, et d'Anissa Elaoui et Séverine Garcia à la mission locale de Deuil-la-Barre. Alors justement, Viviane Tramontana, vous avez une question à poser à Laurent Perra. Oui, moi je voulais lui proposer peut-être un partenariat et voir s'il était possible de visiter son entreprise avec un groupe de jeunes pour faire découvrir son activité et puis voir si éventuellement ça ne pouvait pas révéler des vocations, Des talents, intérêts de la part exactement. de nos jeunes. Mais bien volontiers, tout à fait. Alors justement, Laurent Perra, vous travaillez, vous êtes dans 2 associations, une qui s'appelle MV et l'autre United Way. Vous faites déjà un travail auprès des jeunes. Que faites-vous? Alors, l'EMVI, c'est l'association d'entreprise effectivement que je préside sur le territoire Fos, Saint-Louis-sur-Villiers. United Way, c'est une association qui a pour vocation, par rapport à une certaine catégorie d'enfants, on va dire, qui ont moins de facilité que d'autres, à leur proposer des stages. Et nous ouvrons nos entreprises
pour offrir des stages de troisième, donc stage découverte d'entreprise, à United Way. Et est-ce que vous pouvez aussi organiser des visites d'entreprise en dehors de cette journée d'aujourd'hui pour permettre justement à des jeunes de reprendre contact avec l'industrie? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'industrie n'est plus dans l'esprit des enfants. Volontiers. Alors, c'est des choses qu'on a déjà faites avec des collèges, le collège Stendhal à Fos, le collège, c'est André Monroy, je crois, à Louvre. On l'a jamais fait avec les missions, mais Voilà. vous voyez, Alors, il y a la semaine de on peut l'industrie faire, qui a- solliciter. La semaine de l'industrie qui a lieu au mois de mars aussi, je ne sais pas si vous avez participé à cet événement, c'est l'occasion aussi de faire découvrir les entreprises industrielles, les métiers à notre public, donc âgé de 16 à 25 ans dans les missions locales. Donc c'est intéressant si on peut créer un partenariat. Voilà, merci Laurent Perra. Le bar de l'économie, c'est fait pour ça, pour créer des partenariats. On va passer la parole maintenant à Virginie Legrand. Vous êtes fondatrice de Communique Passion. En fait, vous êtes devenue chef à domicile depuis 5 ans, mais finalement, c'est une reconversion professionnelle. Effectivement, oui. Alors pourquoi ? J'ai un parcours d'enseignante, donc en collège et lycée. Donc c'est vrai que ça me parle aussi beaucoup parce que j'ai travaillé avec des publics défavorisés, donc qui ont après été déscolarisés ou que j'ai récupérés après une déscolarisation assez brutale. Donc c'est un autre pan de ma vie. Et en fait, il y a 5 ans et demi, suite à une petite maladresse administrative, on va dire, on m'a proposé d'avoir une école et finalement le projet n'a pas pu aboutir. Et j'avais quitté mon ancien établissement, donc je me suis un petit peu retrouvée sur le carreau en 2013, avec une rentrée que je ne pouvais plus faire. Et étant passionnée de gastronomie depuis très longtemps, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer. Alors du coup, vous dites votre tablier de cuisine, c'est votre seconde peau. Oui, effectivement. Ouais, quand j'ai ma veste de cuisine ou mon tablier, c'est une vraie identité riche, profonde et voilà, la transmission d'une passion qui est de plus en plus vibrante. Alors on peut vous demander de cuisiner du classique, de la cuisine rustique, raffinée, moderne, je ne sais pas, française, exotique. Vous faites de tout. Pourquoi finalement vous fait-on venir ? Qui vous fait venir depuis 5 ans ? Alors, globalement, des gens qui ont envie de recevoir sans se charger de toutes les contraintes organisationnelles. Donc ça peut être, je commence à 2 personnes pour un dîner de Saint-Valentin par exemple, et je peux aller là, début mai, j'ai fait une réception pour quelqu'un qui fêtait ses 50 ans dans sa maison pour 95 personnes. Voilà, donc c'est des gens qui ont évidemment un budget, et encore je peux vraiment clairement m'adapter, mais qui ont envie de recevoir avec quelque chose d'un peu original sans forcément aller au restaurant. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites pour celui qui vous demande ? Vous faites tout ? Vous arrivez avec l'équipement ? Vous faites les courses ? Ou comment ça se passe ? Expliquez-nous. Il me contacte, donc je vois avec lui le type de menu qu'il souhaite, donc soit pour lui directement, soit pour la personne à qui s'adresse la soirée. S'il y a des allergies, s'il y a des réticences, s'il y a des préférences, s'il y a des aliments qu'il aime manger mais qu'il n'a pas l'habitude de manger. Donc je cale le menu avec lui. Effectivement, soit le matin même, soit la veille, je vais faire les courses. J'arrive chez lui, on va dire 3 heures avant le repas, et comme une petite fée, je m'active en cuisine. En 3 heures, on a monté un repas complet pour combien de personnes ? Je peux faire une mise en place déjà en amont, notamment les desserts qui ont besoin de réfrigération parfois. Oui, parce que c'est long les desserts. Mais après, c'est vrai que les clients aiment bien me voir aussi être active en cuisine, et je trouve que ça n'a aucun intérêt d'arriver avec les choses tout faites. Déjà dressé, autant faire appel à un traiteur qui arrive avec un camion réfrigéré. Donc du coup, parfois même, il peut être avec moi en cuisine pour qu'on discute, que je lui donne un petit peu des astuces. Ensuite, je fais le service et après, je fais la vaisselle. Donc je repars avec la cuisine. Donc finalement, on vous ouvre la porte, la clé en main, et vous arrivez avec tout et vous repartez en laissant une cuisine impeccable telle que vous l'avez trouvée en entrant. Exactement, et avec une expérience très enrichissante et pour le client et pour moi-même. Alors, quels sont les menus qu'on vous demande le plus ? Qu'est-ce que les gens aiment manger ? Alors, paradoxalement, quand je demande aux gens qu'ils me donnent leur menu un peu idéal, ils ont du mal à répondre. Donc, souvent, ils me laissent carte blanche. Je travaille toujours des produits de saison. Donc, on ne va jamais me demander de la fraise, par exemple, en octobre ou en novembre. Je m'y refuse. Et après, c'est vrai que je leur propose, en fonction du profil du client, certains sont capables de me laisser aller à ma fantaisie un petit peu gustative, d'autres sont plus dans le classique, en fonction de l'âge aussi, et des gens qui le reçoivent.
Et donc après, quel type de menu? Ça peut être un menu très gastronomique pour les fêtes, par exemple, avec des produits nobles, de luxe, ou quelque chose de plus traditionnel comme un bourguignon, ou là, en cette période, je fais des brochettes voilà, avec une marinade maison, petite poêlée de légumes de saison avec des herbes aromatiques, une petite entrée à base de tomates de couleur. Voilà. Donc c'est extrêmement varié, et c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'il n'y a absolument pas de routine dans l'assiette. En fait. Ça coûte combien pour vous faire venir, si on veut se faire un menu pour, mettons, pour 4 personnes? Alors, Il faut compter à peu près quel budget? Alors on part, si on fait le schéma entrée, plat, dessert, donc sans pièces cocktail, sans miniardise, sans plateau de fromage, on est à 45 € par personne. À peu près. À peu près, Donc, et sans le vin. Oui, ça reste très raisonnable en Ça fait, reste raisonnable, ouais. presque même moins cher que certains restaurants. Oui, et meilleur, évidemment. Ouais, ça, on vous laisse juger, hein, bien sûr, c'est vos clients qui vont vous le dire, de toute façon. Donc, si on a envie de vous faire venir, ça se passe comment? On vous appelle? Comment on vous contacte? Alors, j'ai un site internet. Après, c'est vrai que j'ai la chance, depuis 5 ans et demi, que ce soit vraiment, vraiment le bouche à oreille. J'ai un taux de fidélisation qui est assez exceptionnel et j'en suis très, très fière. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me rappellent. Et sinon, c'est des gens notamment qui étaient dans des soirées que j'ai organisées et qui veulent avoir une soirée chez eux. Ou c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi parce que ça, c'est utile. Ça, c'est utile. Mais vous ne faites pas que des dîners à domicile ou pour des soirées privées. Vous faites aussi, vous allez dans des écoles, vous allez dans des organisations publiques. Oui. Où allez-vous? Alors, je fais des ateliers d'initiation, d'éveil au goût dans les écoles. Donc ça, c'est ma première identité qui parle et donc de travailler avec les enfants, j'adore ça. Vous les faites cuisiner dans ces cas-là? Complètement, c'est-à-dire que je viens avec des plats, je ne travaille pas du tout dans la cuisine de l'école, je vais vraiment dans la classe. J'arrive avec mes plaques portatives de cuisson, j'ai même un petit four, les planches, enfin tout ce qu'il faut, les légumes frais, les fruits frais. Et en 2 heures, on arrive en général à faire 3 recettes dans des classes de 25. Ah oui, c'est bien. Et du coup, ils sont super fiers et je leur fais découvrir des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître. Bien sûr. Et donc, vous nous disiez tout à l'heure que, je pense que, on parlait du scandale alimentaire qu'on a entendu, et notamment, on parlait des aliments transformés toutes les deux. Alors, quels sont pour vous les aliments à bannir? Alors, les aliments à bannir, déjà, c'est tous les produits sucrés, effectivement, qui sont enrichis en sucre, en édulcorant. Tous les produits industriels sucrés, vous voulez dire? Industriels sucrés. J'ai un exemple tout bête. J'ai organisé un goûter d'anniversaire il y a 2 semaines, et en fait, j'ai fait avec les enfants, ils étaient dit, j'ai fait un napolitain maison. Donc napolitain, vous voyez le gâteau, la tranche de génoise, jolie, etc. Et j'ai fait ça avec eux, donc j'ai fait les 2 génoises, la génoise vanille, la génoise chocolat, j'ai fait la ganache au milieu, et on a tout dressé, et à l'image, c'était exactement la même chose que sur le paquet, quoi. Sur le paquet qu'on achète en grande surface. Donc, je fais de la pâte à tartiner maison. Effectivement, on peut faire du ketchup maison. On peut faire des nuggets maison, du cordon bleu maison. Ça, c'est là, vous nous citez tout ce qu'il ne faut pas acheter, en fait. Oui. Donc, alors, tout ce qu'il ne faut pas acheter. Donc, déjà, les poêlées industrielles, les plats préparés, c'est juste pas possible. Sachant que, voilà. Après, la vraie contrainte, je comprends, c'est le temps. Parce que, voilà, le temps de faire les courses, le temps de cuisiner. Certains n'aiment pas ça, mais après, voilà, c'est un choix, c'est une priorité. Moi, j'ai une petite fille de 10 ans et j'essaye de lui montrer que, voilà, elle n'arrête pas de me dire, mais tu fais tout maison, tu fais tout maison. Je suis assez obsédée par le fait maison, en fait, et parce que je pense que c'est très important, et pour les enfants, et pour les grands. Mais de toute façon, maintenant, les études scientifiques montrent que, par exemple, tous les émulsifiants sont très mauvais. En plus de tous les produits industriels que vous avez cités, les émulsifiants sont très mauvais pour la santé. Et si on est en mauvaise santé, on transmet aussi à nos enfants cette mauvaise santé en plus. Bien sûr. Non, mais tout ce qui est déshydraté, les soupes, les sauces, les chips, les biscuits salés, on peut faire des apéritifs à base de choses, des graissins, on peut très bien faire des graissins maison, des paliers maison, juste avec une pâte feuilletée, on tartine quelque chose et voilà. Et hop au four. Et hop au four, évidemment. Merci beaucoup Virginie Legrand. Alors on va rappeler, si on veut vous contacter, comment fait-on? Alors j'ai un site, donc communique-passion.fr et sur tous les réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Votre agenda est pris jusqu'à quand? Alors, il est pris... Si on vous contacte, on peut espérer vous avoir quand? J'ai un mois de juin de fou et je commence à remplir mes week-ends de novembre. De novembre. Donc, vous n'êtes pas disponible avant le mois de novembre? Alors, pour les week-ends, non. Les soirées, en semaine, oui. En semaine. Et est-ce qu'éventuellement, la clientèle des personnes plus âgées qui commencent à ne plus pouvoir faire eux-mêmes
leur cuisine, ça pourrait vous convenir? Alors, on parlait tout à l'heure des différentes collectivités. Je travaille aussi pour des ateliers transgénérationnels avec des EHPAD. Je peux citer une marque, Silver Fourchette notamment. Je suis un petit peu marraine avec eux. Et en fait, donc, les ateliers transgénérationnels, c'est on met des enfants, souvent défavorisés, avec des seniors qui produisent des recettes ensemble. Donc, c'est vraiment un super moment de partage à chaque fois. Et après, je travaille dans les EHPAD. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de gens, effectivement, qui me sollicitent pour de la cuisine saine, mais en même temps savoureuse. Parce qu'on n'est pas obligé de bien manger avec quelque chose qui n'a pas de goût. Bien sûr. On peut agrémenter de plein de choses. On n'est pas forcément obligé de taper dans le gras, dans le sel, et des choses voilà, très très bonnes. Puis, comme vous l'avez dit, il suffit d'avoir des bons équipements et on peut cuisiner très vite, très facilement, avec des choses simples. Bien sûr, on va juste au marché, on prend des légumes, on fait une poêlée de légumes avec un petit peu d'huile d'olive, on rajoute de l'estragon ciselé, c'est délicieux. Merci beaucoup Virginie Legrand pour nous avoir donné cet appétit. On a hâte de vous faire venir à notre domicile. Pour cela, tout de suite, on va changer de sujet. On va passer la chronique de Georges-Olivier Carré. Là, c'est l'heure de la chronique RH aujourd'hui et c'est sur l'intelligence collective. Mais c'est tout aussi vrai en entreprise. L'égocentrisme est un poison qui a fait échouer beaucoup de beaucoup. Lorsqu'il est plus important d'essayer d'imposer ses idées et aussi son pouvoir que de travailler ensemble pour résoudre les difficultés de la façon la plus intelligente, le gaspillage et l'échec ne sont pas loin. L'intelligence, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, et plus particulièrement de l'intelligence collective. Peu de gens contestent, en ce qui concerne les êtres humains au travail, 1 plus 1 n'égale pas 2, mais 3 ou 4, selon les capacités d'écoute et de collaboration des personnes concernées. Mais comment faire pour passer de l'égocentrisme effréné qui sévit encore dans beaucoup d'entreprises à la collaboration parfaite qui commence à émerger ça et là? C'est tout d'abord une question de culture, de croyances partagées sur soi, les autres, le travail et l'organisation. Si, par exemple, les primes sont uniquement basées sur les résultats individuels, ou si le système informatique n'est pas partagé, l'intelligence collective va avoir du mal à s'imposer. Puis, au-delà des déclarations de principe et de l'organisation du travail, comment créer la bonne ambiance émotionnelle, celle qui est propice à la collaboration? Là, les maîtres mots sont confiance, écoute, reformulation, vision positive des autres et bienveillance. Il s'agit bien de passer du non mais au oui et, du non mais moi au oui et nous. Ces petits mots semblent n'avoir que peu d'importance, mais ils changent tout. Quand vous passez du non près du micro, du mais au oui, du moi je au nous, c'est une véritable révolution. Car c'est pour la culture, l'ambiance, les croyances partagées, mais il y a aussi des outils. Je ne vous citerai que quelques-uns comme le groupe d'échange et de développement, le World Café, les DIAD, le groupe dirigé, la prise de décision en équipe, etc., etc. La plupart de ces outils exigent la présence d'un facilitateur qui assure le respect des règles de fonctionnement, comme l'écoute, la bienveillance, le partage de la parole, etc. Les groupes peuvent être composés de 6 à 200 personnes. Qu'est-ce que cela change? Dans une culture, un système individualiste, il y a une concurrence constante entre les individus. Cela est très stimulant et génère souvent beaucoup d'énergie. Mais la plus grande partie de cette énergie est consacrée à combattre les idées et les projets des autres. De plus, souvent ce n'est pas la meilleure idée qui l'emporte, mais celle de celui ou celle qui parle le plus fort. Beaucoup d'idées brillantes ne sont pas entendues. En intelligence collective, toutes les idées sont écoutées et s'enrichissent les unes avec les autres. De plus, l'idée finale étant la somme des idées de chacun, chaque participant est vraiment motivé pour sa mise en œuvre. Il n'y a pas de perdants, prêts à tout pour prouver que leur idée était la meilleure, qui traîneront les pieds, et même, cela s'est vu, capables de faire du sabotage. D'accord. Et c'est peut-être là le plus important. Car aussi brillante que soit la conception du projet,
L'essentiel, c'est la qualité de la mise en œuvre, l'engagement de tous les acteurs dans la réussite du projet. Je vous remercie. Merci Georges-Olivier Carré pour cette belle chronique sur l'intelligence collective. Je pense que les chefs d'entreprise aujourd'hui autour de moi sont bien d'accord que c'est un travail d'équipe et que chaque élément de l'entreprise est important. Alors on va tout de suite donner la parole à Viviane Tramontana et à Sophia Bouzidi, qui sont de la vallée locale de Montmorency, située à Franconville, et elles sont accompagnées de Marion Casal, bonjour. Bonjour. Et de Thomas Jacques, bonjour. Vous êtes tous les deux en recherche de travail. Vous allez nous expliquer dans quelques secondes ce que vous cherchez. Alors, Viviane Tramontana, expliquez-nous un petit peu le dispositif Jeunes Diplômés et le travail que vous faites avec, par exemple, les deux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, nous représentons la mission locale Vallée de Montmorency et c'est vrai qu'on va mettre l'accent un peu plus sur le dispositif Jeunes Diplômés qui permet à des jeunes qui vont... on va dire entre 18 et 20 ans jusqu'à 30 ans. Là, il y a une extension au niveau de l'âge, sachant que normalement la mission locale s'arrête à 26 ans. Donc là, on peut accueillir tout jeune, bac plus 2 minimum, 3, 4, 5, jusqu'à 30 ans, domiciliés sur de différentes communes. En fait, ce que vous dites avec ce que vous venez de dire, c'est que même ceux qui ont déjà un bagage, quelquefois, ont du mal à s'insérer dans la vie économique et de travail. Oui, tout à fait. Donc on peut les accueillir pour une demande d'emploi. Mais ça peut être aussi pour un renfort en formation et ça peut être éventuellement pour travailler un projet professionnel, puisqu'on peut avoir une formation en bac plus 2, 3, 4, 5 dans un secteur et finalement ne plus être intéressé par ce secteur d'activité et se envisager autrement dans un autre domaine d'activité. Alors, est-ce que les jeunes, Viviane Tramontana, arrivent à pousser la porte ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Comment vous faites? Alors, on bénéficie d'aide de partenaires, notamment le Pôle emploi, mais ça peut être aussi des assistantes sociales, les mairies. Voilà, donc on est un petit peu quand même connu, puisque l'existence des missions locales, c'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce dispositif n'est pas forcément connu. Donc il est plébiscité. Alors on bénéficie aussi parfois de jeunes qui contactent d'autres jeunes. Et voilà, on a une bonne renommée, on va dire. Donc on bénéficie un petit peu de ça. Mais c'est vrai que le dispositif n'est pas énormément connu. Donc on profite justement de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui pour parler de cet accompagnement. Justement, on va demander à Marion Casal, qui est là avec nous aujourd'hui, comment elle vous a connue. Alors bonjour, moi j'ai connu la mission locale grâce à ma sœur qui m'en a parlé. Alors c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de la mission locale, je n'avais pas forcément une très bonne vision de la mission locale. Je savais que c'était pour les jeunes qui étaient déscolarisés et je ne connaissais absolument pas ce dispositif. Donc en octobre 2016, je passe la porte de la mission locale et je suis actuellement suivie par Viviane. Avec elle, j'ai pu faire un bilan de compétences qui m'a réorientée vers une formation de community manager. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez une autre formation? Oui, alors j'avais commencé mon master 1 d'histoire, sauf qu'à la suite de ce master 1 d'histoire, je suis partie à l'étranger parce que j'avais des besoins de compétences en langue étrangère importantes. Donc vous vouliez apprendre quelle langue? Alors l'anglais, maîtriser bien sûr l'anglais, il y avait aussi l'allemand, il y avait des langues anciennes aussi à apprendre, donc c'est vrai que j'ai eu un travail assez important et finalement pour des débouchés qui étaient plutôt vers l'enseignement et ça ne m'intéressait pas, c'est pas ce que je voulais faire, j'étais plus vers plutôt maître de conférence et dans ma spécialité qui était l'histoire antique, c'était très très bouché. Donc c'est vrai que moi j'avais un attrait assez important pour tout ce qui est communication digitale, enfin tout ce qui est le web. Et donc avec ce bilan de compétences avec Viviane, j'ai pu justement faire des enquêtes métiers, me renseigner et justement trouver une formation avec Ifocop, qui est un partenaire de la mission locale. Et aujourd'hui je suis diplômée de cette formation à la suite de cette formation, la mission locale m'a proposé un service civique où je développe justement la communication du dispositif Jeunes Diplômés. Donc ça passe à la fois par des visuels, par les réseaux sociaux, par de la prospection de partenaires et de jeunes. Donc ça peut être de la distribution de flyers, ça va être aussi... Donc finalement vous travaillez déjà, mais en service civique en ce moment? En service civique. Je travaille aussi à côté en complément de revenus à McDonald's. Donc voilà, et je suis à la recherche d'un emploi. Alors qu'est-ce que vous recherchez exactement? Alors ce que je recherche actuellement... Qu'est-ce que vous voulez? Alors je cherche un emploi en communication, principalement orienté
digital, donc community manager. Donc c'est vrai que moi, il y a là, à la mission locale, c'est vrai que tout ce qui est domaine de l'insertion et avec les jeunes, ça m'a beaucoup intéressée. Donc c'est vrai que dans ce genre de structure ou même des services jeunesse des mairies, ça m'intéresserait beaucoup. Aussi, je suis passionnée par les jeux vidéo et l'animation japonaise, donc c'est aussi des domaines qui m'intéressent. Voilà. Mais je suis ouverte à toute proposition. Je pense que le métier de community manager, c'est un métier qui demande de la curiosité et qui demande de s'intéresser à tout. Qu'est-ce que c'est ce métier de community manager pour vous justement? Expliquez-nous quelles compétences il faut, techniques éventuellement, et puis après, bien sûr, de communication. Alors, je pense que le métier de community manager, souvent on pense que c'est un métier de communication, mais finalement c'est un métier très marketing. Donc, il faut avoir des compétences marketing. Ça va être beaucoup de stratégie marketing, stratégie digitale. Il faut connaître les réseaux sociaux, mais il faut surtout connaître comment fonctionnent en fait les clients, savoir penser comme les clients, savoir connaître sa cible, vraiment savoir parler et comment emmener les choses. Donc, je pense que c'est avant tout, comme je le dis souvent sur mon CV, communiquer, c'est avant tout être à l'écoute. Et donc, du coup, ça vous oblige à découvrir pas mal de nouvelles plateformes, puisque moi, je reçois au Bar de l'économie une start-up par jour. Hier, on a reçu la start-up Wider, qui est toute nouvelle. Donc, ça vous oblige à être au fait de toutes les plateformes qui existent. Alors, tout à fait. En fait, il y a une veille constante sur tout ce qui est le digital, donc tout ce qui sort, toutes les nouvelles plateformes de réseaux sociaux, les job boards. Enfin, il y a énormément d'informations à emmagasiner perpétuellement parce que le web, c'est vraiment un monde qui évolue très très rapidement et il y a toujours des nouveautés. Alors du coup, pour vous, Marion Casal, quelles sont les plateformes qui marchent en ce moment? Alors, ce qui marche réellement en ce moment, c'est Instagram. Beaucoup, il y a une grosse montée d'Instagram parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du visuel. Ils veulent voir du beau, ils veulent voir de... Voilà. Je vais parler de Facebook. Facebook, c'était le plus grand réseau, c'est le plus grand réseau social actuellement. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui sont plus sur de la consommation instantanée. Donc ça va être du Snapchat, ça va être de l'Instagram, ça va être du YouTube. Ils ont besoin de vidéos, ils ont besoin de contenu visuel et c'est surtout ces plateformes-là qui fonctionnent. Merci beaucoup Marion Casal. Donc je rappelle que vous recherchez un poste de community manager. À bon entendeur, contactez-nous ou contactez tout simplement la mission locale de la vallée de Montmorency située à Franconville. À vos côtés, Thomas Jacques. Rebonjour Thomas. Alors vous, Thomas, expliquez-nous ce que vous voulez faire. Et puis vous, c'est un petit peu une reconversion professionnelle à 24 ans. Tout à fait, exactement. Alors moi, je sors d'une formation en comptabilité-gestion. J'ai validé mon BTS l'année dernière. Ce qui est déjà difficile parce que c'est dur les BTS. Exactement. Donc du coup, sachant que moi, je n'aimais pas trop à l'époque... Vous n'aimez pas la comptabilité? Non, c'est pas la comptabilité, l'école en général. Mais à la comptabilité en soi, je me débrouillais bien dans le domaine. Parce qu'en comptabilité, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Exactement. Mais en soi, il faut avoir beaucoup de bagages pour accéder à un poste en tant que comptable ou assistant comptable. Donc ça vous obligerait, vous voulez dire, à faire des études supplémentaires? Exactement. Et vous n'avez pas envie, c'est ça? Pas forcément l'envie, mais il n'y a pas que l'envie en fait. Il y a le temps, il y a aussi peut-être la motivation. Et, vous voulez rentrer dans la vie active en fait? Exactement. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Alors moi, j'ai voulu me réorienter dans le domaine aéroportuaire en tant qu'agent de piste. J'ai déjà passé une formation en tant qu'agent de piste. On m'a proposé un contrat en tant qu'agent de fret que j'ai accepté. Donc du coup, j'ai de l'expérience en tant qu'agent de fret. Mais là, je souhaiterais revenir sur la piste et évoluer dans ce milieu. Alors pour ça, ça veut dire que vous allez... Qu'est-ce qu'il faut contacter? À qui faites-vous appel aujourd'hui à ce micro? À nos interlocuteurs déjà premièrement et surtout aux entreprises dans l'aéroportuaire, que ce soit en intérim ou que ce soit en contrat. Donc finalement c'est du genre ADP, pour nous c'est Roissy ou Orly, c'est ça? Plutôt Roissy, ça m'arrangerait au niveau de ma mobilité, mais je suis susceptible de prendre Orly ou Roissy. Et éventuellement partir en province, vous acceptez? Bien sûr, bien sûr. Tout dépend du type de contrat qu'on pourrait me proposer. Voilà, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par type de contrat? C'est-à-dire que, admettons qu'on me propose un contrat, disons, à Roissy, et qu'on me propose un contrat en province, c'est sûr que ce ne sera pas le même contrat selon la société qui veut bien me recruter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je parle en termes de... Je dis que ça dépend, en fait. Alors, vous avez dit que vous avez fait une formation d'agent de piste. Qu'est-ce qu'on apprend pour devenir agent de piste?
on apprend déjà l'univers, la sécurité, l'hygiène de posture. On apprend aussi les marchandises dangereuses, puisque en agent de piste, on est en contact avec pas mal de choses, pas mal de marchandises, pas mal de bagages qui transitent et qui voyagent dans le monde. Donc il faut savoir pas mal de choses au niveau de la sécurité surtout, parce qu'un avion, c'est délicat. Il suffit d'une petite entaille et d'arriver dans l'atmosphère, ça peut carrément être dévastateur. Donc il faut vraiment être vigilant et savoir précisément et maîtriser ce qu'on fait. Et donc c'est ça qu'on apprend. On va où pour apprendre toutes ces choses? Vous avez fait cette formation où? Alors j'ai fait ma formation à Rungis, dans la boîte d'intérim qui s'appelle SAFE Handling Training. Et donc du coup, moi j'ai passé la partie théorique et techniquement après cette formation, je devais accéder à un emploi pour la partie pratique. Et comme je vous ai dit, on m'a proposé un contrat au poste d'agent de fret. D'accord, donc pour l'instant, vous mettez votre théorie en pratique dans le fret. Tout à fait. Donc c'est surtout la nuit, j'imagine, non? Pas forcément, ils sont en 3-8, donc ça peut être du matin, de l'après-midi ou du soir. Voilà, donc vous avez déjà appris les premières bases et maintenant vous faites un appel pour un job d'agent sur piste. Exactement. Dans des aéroports classiques et non plus forcément que du fret. Pas forcément que du fret, parce qu'en fait, la partie fret, c'est vraiment le contrat qu'on m'a proposé et donc du coup que j'ai accepté pour avoir une expérience dans le fret. Comment vous avez eu cette idée d'aller vers ce métier, puisque au départ vous étiez comptable finalement? Bien sûr, c'est-à-dire que ce métier correspondait plus à ma personnalité, puisque je suis quelqu'un qui aime rester pas constamment en mouvement, mais qui n'aime pas rester immobile trop longtemps. J'aime le contact avec les personnes, le relationnel beaucoup. Et voilà, en soi, le métier de comptable, il est bien, mais au niveau de ma personnalité, ne me correspondait pas. Oui, c'est-à-dire que vous restez assis derrière un bureau, ça voulait nous dire, finalement, ça vous plaît pas. Entre autres. Voilà. Et donc, vous avez listé tous les métiers qui vous permettent de bouger? Pas tous, mais ceux qui m'intéressent. Alors, c'était lesquels au départ? En soi, je n'avais pas forcément de métier précis, en soi. Mais aujourd'hui, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux me voir évoluer, je sais où je veux aller. Oui, mais pour trouver justement ce métier, vous avez été voir des vidéos sur le net, vous avez rencontré des gens, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler par mes proches, par mes amis, et à force d'en entendre parler, ça a creusé ma curiosité. Je suis allé me renseigner par le biais de la mission locale aussi, ils m'ont bien accompagné, ils m'ont bien guidé, surtout bien orienté. Et je me suis fait aussi mon propre réseau personnel, puisque durant ma période de formation d'agent de fret, j'ai côtoyé pas mal de personnes qui étaient aussi sur la piste, qui m'en ont parlé, qui m'ont expliqué comment ça se passait. Donc du coup là, j'ai vraiment pris beaucoup de formations, et c'est pour cela que je veux vraiment essayer d'intégrer la piste. Alors, avec la mission locale plus précisément, qu'est-ce que c'était? Un bilan de compétences et de volonté? Comment vous avez fait? C'est-à-dire que pour ma part, il aurait fallu que je fasse un bilan de compétences et qu'il n'est pas encore fait, parce que comme je vous ai dit, c'est pas qu'il me manque du temps, mais il faut que je m'organise au niveau de mon temps. Oui, parce que vous êtes déjà en études et en travail, donc ça prend beaucoup de temps, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Thomas et Jacques. Alors on fait un appel pareil pour vous. Donc vous recherchez un poste d'agent de piste dans le domaine aéroportuaire, donc avis à bon entendeur. Et puis si vous êtes entreprise et que vous êtes intéressé par Thomas et Jacques, eh bien contactez la mission locale de la vallée de Montmorency à Franconville. Merci à tous les deux. Et ben on vous souhaite bonne chance pour trouver rapidement. On va faire une pause musicale et on revient tout de suite au bar de l'économie avec 4 autres jeunes qui recherchent aussi des métiers très intéressants, vous allez voir. Donc, on va faire rentrer les autres. C'est à vous. Bonjour. Bon courage pour tout. Merci. Merci. Mettez vos casques. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as mis là, Philippe? Là, c'est George Michael.
Quel Les titre? Queen, c'est Killer, non, Killer et Papa Was au Rolling Stone. Papa was a Rolling Stone, t'as mis? Ah ouais, elle est sympa. Alors, on va commencer par vous. Les femmes d'abord. Si vous voulez bien. Vous avez entendu comment ça s'est passé? C'est bon, vous n'avez pas de questions à me poser? Vous parlez bien près du micro. Hein. Tu peux retourner si tu veux. Ouais, on y va, parce que sinon, j'aurais pas le temps. Au bar de l'économie, c'était un extrait de George Michael avec Papa Was a Rolling Stone. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale entreprise pour la deuxième édition de la journée de la valorisation du patrimoine économique et du capital humain en Val d'Oise. Et à mes côtés, pour cela, j'ai Laurent Perra, qui préside Eurostar Engineering Plastique. J'ai Virginie Legrand, fondatrice de Communication, qui est donc chef à domicile. De Viviane Tramontana et Sofia Bouzidou, qui est venue avec Marion Casal et Thomas Jacques, qui recherchent un emploi. Vous l'avez entendu il y a quelques minutes. Et maintenant, on va passer la parole à Anissa Elaoui et Séverine Garcia, qui sont accompagnés de 4 jeunes. Roger Girendengo, bonjour. Bonjour. Manon Dargent, bonjour. Bonjour. Souleymane Baldé, bonjour. Bonjour. Et Kerdine Balaman, bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être passer la parole d'abord à Séverine Garcia et Anissa Elaoui. Donc, vous êtes toutes les deux conseillères emploi, en parrainage et en contrat aidé. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Séverine, tu veux commencer? Alors oui, donc, toutes les deux nous sommes déjà conseillères emploi, c'est-à-dire que nous accompagnons les jeunes personnes qui ont une demande vers l'emploi ou l'alternance, qui recherchent un maître d'apprentissage dans le cadre de leurs études. Donc les contrats aidés, effectivement, il y en a un en vigueur actuellement qui est le parcours emploi compétences, qui est dédié aux associations, aux collectivités, qui permet à une personne éloignée de l'emploi de pouvoir développer des compétences sur le terrain grâce à une entreprise qui pourra l'accueillir en contrepartie d'une aide financière versée par l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis accompagnée aussi de jeunes personnes qui sont à la recherche d'un maître d'apprentissage. Je suis aussi référente alternance pour la partie employeur. Donc, on les accompagne vraiment sur leurs compétences fortes, sur leurs soft skills, le savoir-être. On pourra déployer tout à l'heure, décliner l'offre de service, mais pour le moment, je laisse aussi la parole à Anissa. D'accord. Anissa Elaoui, donc pour vous, qu'est-ce que c'est que ce métier d'être référente parrainage? Alors, la référence parrainage, en fait, c'est la possibilité pour les jeunes d'être accompagnés, en plus du travail qui est effectué par l'ensemble des conseillers de la mission locale, de bénéficier du soutien de bénévoles, donc de parrains et marraines, c'est comme ça qu'on les appelle, avec la possibilité du coup de travailler certains axes particuliers relatifs à la recherche d'emploi, ou notamment la préparation à des concours pour intégrer notamment la police nationale, ou la possibilité aussi d'être accompagné sur la création d'activités. Donc c'est déjà des personnes qui font ça gratuitement, hein, qui prennent de leur temps pour accompagner et appuyer les jeunes sur cet aspect-là. Alors justement, on va demander à Manon Dargent comment elle s'est fait aider par vous. Donc Manon, vous avez 23 ans. Oui. Vous avez une formation de styliste, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous recherchez donc? Comment vous êtes venu à contacter la mission locale et qu'est-ce que vous recherchez? Alors, pendant mes études, j'ai fait beaucoup d'emplois pour m'aider, pour payer la vie qui est très chère. J'ai eu recours à la mission locale pour trouver un emploi dans la mode, qui est Parce que vous, votre secteur, c'est la mode. oui, voilà, qui est un univers assez bouché. Il se trouve que je suis encore en études, je suis en dernière année et actuellement je suis en préparation de collection pour valider cette dernière année. Et je cherche aussi un stage pour valider. Donc dans la mode, il faut savoir qu'on peut envoyer 1 million de CV et avoir 1 million de aucune réponse, quoi. En fait, vous voulez dire que les entreprises ne répondent pas quand on envoie un CV? Elles répondent, mais c'est souvent négatif. Parce qu'il faut avoir beaucoup de relationnel. Donc je suis allée à la mission locale pour voir si je pouvais avoir un petit coup de pouce. Comme souvent, elles ont des partenariats avec des entreprises. Éventuellement, vous acceptez de partir à l'étranger? Vous y avez pensé? J'y ai pensé, oui, mais en général, quand on n'a personne à l'étranger, c'est assez difficile de partir comme ça et un peu dans le flou. Et j'aime bien que ce soit bien organisé pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur place.
Alors, vous finissez votre formation de styliste et vous envisagez même de créer votre propre marque, si j'ai bien compris. Oui, ce serait envisagé. Après, je préfère attendre de rentrer dans une boîte pour acquérir de l'expérience et après faire ma marque, effectivement. Là, il vous reste combien de temps pour trouver votre stage de fin d'études? Alors là, j'ai jusqu'à juin de l'année prochaine pour faire un stage et faire ma collection. Donc je peux m'organiser comme j'en ai envie, mais j'ai 1 an. Vous avez 1 an. Et quelles sont les régions ou les domaines où vous avez cherché justement à envoyer toutes ces demandes? Alors moi, je suis spécialisée en robe de mariée et plus exactement designer broderie. Donc je fais tout ce qui est incrustation de dentelle à la main, perlerie, fleuriste. Oui, donc vous pouvez intégrer ce qu'on appelle des métiers d'art en fait. Et il y a des ateliers spécifiques même dans Paris. Oui. Donc c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Marion. À vos côtés, Roger Giraudengo. Alors vous êtes carrossier. C'est ça, carrossier peintre. Alors vous êtes carrossier peintre et vous, en fait, votre objectif c'est de créer un atelier de carrosserie artistique. Expliquez-nous ce que c'est. Alors j'ai toujours déjà été passionné par le monde de l'automobile, le rendu visuel de l'extérieur, voir plus dans le visuel extérieur du véhicule et ouais, j'aurais bien aimé, si possible mon projet plus tard, bien aimé monter un garage dans l'aérographe ou dans le couvering, quelque chose qu'on ne voit pas assez ici en France. On est plus dans la restauration, plus dans la réparation de l'automobile, mais moi j'aimerais apporter un plus à l'automobile niveau extérieur et pourquoi pas dans ça, ouais, ça aurait été vraiment pour moi une chance de faire ça et puis on verra par la suite. On verra par la suite, mais pour l'instant, vous recherchez quoi exactement? Donc un emploi chez un carrossier? Alors là, vous faites c'est un stage? Je suis revenu il n'y a pas longtemps à la mission locale, donc j'ai rencontré Madame Garcia il n'y a pas longtemps, depuis peu, et j'étais, il y avait un travail qui m'intéressait entre guillemets parce que le monsieur est en partenariat, je pense, c'est ça, avec la mission locale. Mise en relation. Et qui lui aide les jeunes justement qui ont des projets qui veulent s'en sortir, entre guillemets, qui veulent s'en sortir. Et donc on verra par la suite. Donc je vais voir Argenterie et puis. Donc la mission locale vous aide à trouver des entreprises, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Voilà, et vous aide aussi dans la conduite de vos CV et à qui les adresser? Franchement, la mission locale, pour moi déjà, ils ont fait énormément, je pense. Il n'y aurait pas grand monde qui aurait fait ce qu'ils ont fait pour moi. Et déjà, j'aimerais les remercier ici, la mission locale de Deuil-la-Barre. Voilà, donc maintenant, toute entreprise qui souhaite embaucher un carrossier, on peut faire appel à vous en contactant la mission locale de Deuil-la-Barre, tout simplement. Alors, à vos côtés, 2 jeunes apprentis. Souleymane Baldé, vous avez 17 ans et vous voulez devenir apprenti cuisinier, c'est ça? Oui. Vous allez démarrer vos études, si c'est bien ça? Oui. Ça démarre quand? En novembre. En novembre, et là, vous devez aussi trouver une entreprise qui va vous accueillir? Oui, avant le mois de novembre, oui. Est-ce que vous avez déjà une idée de quel type d'entreprise vous recherchez? Oui. C'est-à-dire? Un agent polyvalent de restauration. Donc là, c'est plus quoi? Des écoles, des centrales de cuisine? Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Des centrales de cuisine. De cuisine, voilà. Vous avez déjà commencé à mettre un pied dans la cuisine ou ce sera vos premiers pas pour vous qui n'avez que 17 ans? En fait, c'est pas mon premier pas pour mettre mes pieds dans la cuisine. En fait, j'ai eu un parcours un peu difficile et de l'Afrique jusqu'ici, ça m'a appris beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est à travers mon parcours, je suis vraiment ce que c'est la vie, en fait. Donc, ça m'a permis de savoir qu'il faut travailler pour survivre, qu'il faut bosser dur pour le futur, en fait. Donc moi, tout mon souhait, c'est de trouver un employeur. Oui, parce que vous êtes prêt à travailler beaucoup, parce que vous l'avez compris, vu que on a compris que vous avez subi des choses difficiles. Oui. Et donc, merci beaucoup, Souleymane. Alors, pour vous, pareil, si vous recherchez un apprenti cuisinier, eh bien, vous appelez la mission locale de Deuil-la-Barre. Souleymane a vraiment envie de travailler, c'est important pour lui, et pour qu'il puisse démarrer son apprentissage. À vos côtés, Kerdine Balaman, 22 ans. Donc, vous voulez devenir apprenti dans le transport et la logistique, c'est ça? J'aimerais faire un BTS gestion des transports et logistique associée. Quelle école avez-vous choisi? L'Astral à Gennevilliers. Et donc là, vous êtes en recherche d'entreprise ou est-ce que vous avez trouvé?
Je suis à la recherche actuellement. Je postule. Hier, j'ai fait un forum 10 000 emplois à Port-Champéry. Et alors? Ça n'a pas donné grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup finalement, il n'y avait pas énormément d'entreprises qui faisaient dans le transport. Donc finalement, le porte-à-porte pour chercher des entreprises, ça, c'est encore utile dans le transport? Oui, je pense. J'ai aussi postulé dans des entreprises de transport sur Gennevilliers. Et là, je compte faire la zone industrielle de Sarcelles-Gonesse. Eh bien, c'est bien, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'il faut faire. Il faut carrément taper à la porte des entreprises pour pouvoir trouver ce contrat d'apprentissage. Merci à tous d'être présents en studio. Et moi, je vous revois dès mardi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci.